Et après, il y a plein de groupuscules. Aujourd'hui, j'ai fait un article sur un groupe qui s'appelle Northside. Et alors, une compagnie, 30 hommes, 40 hommes, et derrière, il y a un réseau arrière. Et ça mène toujours au parti Sloboda, au Pravi Sector, au Marteau Blanc, toutes les organisations néo-nazis, ultra-nationalistes ukrainiennes. En Et, fait, pardon. et ils sont très nombreux. Ce que moi je ressens au niveau extérieur, c'est que toute l'Ukraine a été prise en otage par les extrémistes de droite, par les néo-nazis. Alors, dans mon livre, je finis de 2015, à la fin de mon livre, je suis très gentil. Et je dis, oui, oh, il n'y a pas que des nazis en Ukraine, ils sont une minorité. Et c'est vrai. Mais comme tu l'as si bien dit, comme ils ont été le fer de lance du Maïdan, et finalement que l'État, la Rada d'Ukraine a voté l'opération antiterroriste du Donbass, parce que c'est pas une guerre pour les Ukrainiens à la base. Comme tu te souviens bien, c'est Oui. l'opération ATO pour lutter contre les terroristes du Donbass. Et dont je fais partie, je suis assez fier d'ailleurs, enfin bref. Et, mais cette opération de police se transforme très vite en guerre. Et qui est motivé pour se battre? Ces gens-là. Donc ils deviennent les héros de l'Ukraine. Et avec tout le battage médiatique qu'il y a autour, le pouvoir ukrainien, qui n'est pas franchement néo-nazi, faut quand même le dire, finalement va se servir d'eux jusqu'à que finalement ça devienne une composante du paysage ukrainien qui est incontournable. Et là, aujourd'hui, plus que dans le passé encore. Alors, il me semble, par rapport aux informations que j'avais, c'est qu'ils avaient vidé les prisons pour les envoyer sur le front et que, en fait, on avait toutes les racailles qui se retrouvaient là-bas, de manière à débarrasser les villes des gens dangereux. Et puis en même temps, ça rend service de les exterminer, hein, donc ça jouait dans les deux sens. Aujourd'hui, j'ai fait, donc dans l'article dont je te parle, ça m'a mené à des associations de fans de football, des ultras. Et là aussi, tu trouves toute une faune de ce genre-là. Donc ces gens-là sont partis, et c'est des gens ils ont quel âge? Ils ont 16, 17, 18, 20, 25 ans. C'est des jeunes qui ont fait très peu d'études. Voilà, le football comme passion. Derrière, quelques amis qui ont quelques idées néo-nazis sans trop savoir ce que c'est, les héros de l'Ukraine. Et effectivement, on a embrigadé tous ces jeunes gens qui en ont embrigadé d'autres. Et la guerre, ensuite, ça a été facile. J'ai quand même une petite anecdote à te donner, parce qu'on parle des nazis, mais il y a l'armée ukrainienne aussi. Donc les bataillons dont on parle, ce n'est pas l'armée régulière. Ça, c'est important de le savoir, parce que souvent, les Français, ils croient qu'il y a une armée ukrainienne. Et non, Ça, les gens ne comprennent pas. Il y a deux segments bien distants. Il y a, on va dire, l'armée régulière, comme tu le dis, et puis il y a les bataillons spécifiques. nationalistes, néo-nazis, enfin. Oui. Et tout un tas d'unités qui sont des fois pas très bien contrôlables, plus le SBU, la police politique, aussi service de sécurité. Donc ça devient très très compliqué. Mais l'anecdote que j'ai à te raconter, c'est que j'ai un ami qui était contrôleur financier, je ne vais pas dire le nom de l'entreprise, euh, pour Russie CEI. Et le Maïdan a commencé, et ça va très très mal, et il a envoyé pour faire le ménage à Kiev. Parce qu'il y a la corruption, parce que c'est vraiment le bazar. C'est vraiment une très grosse entreprise française, hein. Il débarque et il commence à faire son travail pour essayer de faire un peu le ménage. On est dans l'hiver 2014-2015. Et l'Ukraine, en fait, est obligée de mobiliser des jeunes pour les envoyer se battre. Et moi, je me souviens qu'en 2016, Poroshenko avait déjà fait 6 ou 7 appels à la mobilisation de jeunes. Alors, on est dans ce siège de cette entreprise. Il y a 200 personnes qui travaillent pour cette entreprise, dont des Français, évidemment, c'est une entreprise française.
Et là, pendant que mon ami est dedans, le bâtiment est encerclé par le SBU, la police politique, et ils recherchent qui? Les réfractaires. Parce que du coup, ces appels à la mobilisation, elles touchent des jeunes gens d'Ukraine qui n'ont pas du tout envie d'aller se battre et qui sont mobilisés pour aller se faire tuer contre leurs cousins germains ou même leurs frères, oncles, tantes, enfin, bon, voilà, du Donbass. Donc du coup, le taux de réfractaires et de déserteurs atteignait des scores incroyables de 70%. D'accord. Et donc du coup, l'opération Ils encerclent, mon ami appelle le siège, qui appelle Paris, et il y a un mec courageux, je vais pas dire son nom, je peux pas. Il est à Paris, c'est un gros cadre, il dit bon bah fais fermer toutes les portes. Et tu gardes tout fermé pendant une demi-heure. De toute façon, c'est la France, l'entreprise, ils vont pas forcer les portes. Et après, tu fais se barrer tous les jeunes qui sont déserteurs. Enfin non, ils sont pas déserteurs, ils sont réfractaires. Et puis ensuite, tu ouvriras les portes. Et ça s'est passé comme ça. Je sais pas ce qui est devenu le fameux cadre, hein, mais il a pris un risque énorme, hein. Et bah, les petits jeunes, en fait, ils les ont fait se tirer, ils les ont planqués. Le SBU est arrivé. Alors, il avait mauvaise, hein. Et ils ont fouillé tout ça pendant une heure. Voilà une petite anecdote de la motivation des jeunes Ukrainiens à aller se battre. Et qui fait que, comme tu l'as dit, il a fallu que l'Ukraine elle trouve des gars pour aller se battre au départ. Bon, maintenant, ils n'ont pas de mal à en trouver, hein. Mais à l'époque, c'était pas la même. Alors c'est curieux parce que bon, tu sais ce que j'ai fait dans le temps comme boulot au niveau de la protection rapprochée. J'ai fréquenté des milieux qui sont totalement extrêmes, autant extrême gauche qu'extrême droite. Et bon, les extrémistes de droite avec qui j'ai discuté concernant les bataillons néo-nazis en Espagne, la position est relativement claire. Les mecs, ils disent qu'ils méritent d'être mis à genoux et une balle dans la tête. Imagine-toi comment ils sont vus par l'extrême droite en Espagne. Donc, et quant à l'extrême gauche, ils les haïssent totalement. Donc, ce qui est rigolo, c'est quand tu arrives à voir les informations des deux côtés, tu arrives à faire des recoupements et voir un petit peu comment ça se goupille. Alors moi, ce qui m'étonne maintenant avec l'Ukraine et puis l'opération spéciale qui est en cours, bon, bah, ils ont été formés par les Américains, les Canadiens, les British et autres, mais on dirait qu'il y a beaucoup plus de monde que qui semblait être, on va dire, raisonnable, parce que je pense pas que toute la population en Ukraine soit d'extrême droite, soit Non, des néo-nazis, non. mais on rencontre une résistance. Bon, techniquement, quand on rentre dans un pays et qu'on veut éviter des pertes humaines parmi les civils, on va faire une campagne terrestre. Donc la campagne terrestre va prendre plus de temps, va faire plus de dégâts au niveau des troupes terrestres, mais il y aura beaucoup moins de dégâts au niveau des civils avec l'aviation. Oui, bien sûr. Bien entendu. Et là, on voit des images. Bon, c'est clair que la Russie ne communique absolument pas d'images concernant les soldats blessés ou autres de leur côté. Et là, c'est intéressant parce qu'on revient à ces braves néo-nazis qui n'hésitent pas à montrer des soldats capturés, alors que ça fait partie des conventions de Genève de ne pas utiliser les prisonniers de guerre pour de la propagande, torturer, etc. Mais bon, on sait qu'ils s'en foutent totalement et qu'ils Oui, vont oui, oui. continuer à... Et parce que ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que dans le milieu nationaliste, ça a fait un choc énorme parce que les nationalistes européens se sont trouvés divisés, en fait. Moi, j'en ai rencontré qui sont venus combattre pour le Donbass. Et leurs copains étaient venus combattre dans Azov ou dans un autre bataillon ukrainien. Donc ça a été pour les nationalistes déjà un choc énorme. Donc c'est compliqué aussi parce que les motivations de ces gens sont très diverses, ce qui permet aux Occidentaux de dire ah ils sont pas réellement nazis, ils sont venus combattre, je sais pas, par exemple pour la pauvre Ukraine, mais les raisons étaient très complexes. Et chez nous aussi, quand je parle de chez nous, je parle du Donbass, où la motivation des volontaires étrangers était vraiment, elles étaient très 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 diverses. Ah ouais, bah, je me souviens, il y avait des groupes qui étaient plutôt à droite. Il y avait un certain Laurent C, si ça te dit quelque chose, Mhm. qui lui me semble être mouvance très à droite et Oui, qui oui. pourtant défendait. Il y a eu Unité continentale au départ Ouais, est formée en partie, pas que, hein,
mais d'une extrême droite, parfois d'anarchistes de droite aussi, parfois de l'extrême gauche, des communistes aussi. Donc, des fois, sur les campements, je peux le dire maintenant, les années ont passé, des fois c'est un peu chaud entre eux, hein. Euh, c'est- Parce qu'évidemment, entre le communiste et puis celui qui était nationaliste ou voire royaliste, là il y avait quand même quelque chose qui, voilà, ça passait des fois pas bien. D'accord, ouais, en fait, c'était vraiment un maelstrom. On se rend pas compte parce qu'on est loin. Ce sont des cultures différentes. Parce que même si on est tous chrétiens, bah, l'orthodoxie est différente du catholicisme. Mhm. Et les approches, les attentes des uns et des autres, ouais, ça a dû être un beau merdier, en fait. L'armée du Donbass, c'est une armée. Alors moi, j'ai étudié les volontaires de la Révolution. C'est d'ailleurs le sujet de mon Master 2, que j'ai défendu en septembre 2010. Et ce qui est rigolo, c'est que je me suis retrouvé dans une sorte de laboratoire historique de ce que j'avais constaté 200 ans plus tôt sur les volontaires des armées de la Révolution en 1792 et 1793 et 94. Et du coup, j'ai compris des choses de ce qui s'était passé à l'époque, parce qu'un volontaire, les sentiments humains, les réactions ne changent pas beaucoup. Ce qui change, c'est les armes, les technologies, etc. Mais l'âme humaine, etc., ne change pas beaucoup. Et du coup, ça m'a permis de comprendre des choses, et c'était très intéressant de ce côté-là. Les hommes. Et c'était une armée très hétéroclite, hein, entre les gens du cru, du Donbass, les volontaires russes, assez nombreux, énormément de Serbes, énormément d'Espagnols, parce qu'il y avait une tradition plutôt des Catalans et des Basques, mais aussi des Espagnols de toute l'Espagne, dans l'idée communiste pour la plupart, ou du moins aussi des anarchistes de la CNT, qui venaient finalement payer la dette de l'aide soviétique à l'Espagne républicaine entre 1936 et 1939. Des Serbes, évidemment, pour les raisons historiques de la communauté slave. Mais j'ai vu tout un tas de gens, un Uruguayen, des Brésiliens. Ces gens-là venaient combattre souvent contre, contre l'OTAN, les États-Unis qui étaient derrière. Mais j'ai vu un franco-japonais, je me souviens, qui était dans l'unité continentale au départ, et puis un hindou, des Gabonais, etc. Enfin, vraiment, c'était assez Ouais, incroyable. c'était vraiment hétéroclite, ouais. J'avais compté 41 nationalités à Ah l'époque, ouais. mais je crois que c'était plus, forcément. Mais bien sûr, ces volontaires, des Colombiens, j'ai oublié, un ancien des FARC, je me souviens plus son nom, etc. Enfin, c'est vraiment très très bizarre. Et en face, je sais parce que j'en ai pisté quelques-uns pour faire des articles, c'était pareil. Donc on avait les nostalgiques des oustachis croates, du laiton, du polonais dans la tradition anti-russe, etc. En face, il y avait tout un tas de monde aussi. Du Canadien, évidemment, d'origine ukrainienne, parce qu'il y en a, c'est la plus grande diaspora au monde, elle est en Russie, puis après au Canada. 1 500 000, oui, c'est beaucoup, etc. Donc, cette guerre, en fait, finalement, ça je l'ai dit à mes amis, mais jamais on n'a voulu me croire, elle avait une importance bien plus grande que le petit Donbass. Et on le voit maintenant, elle touche le monde entier. Et c'était déjà une guerre, mini-guerre mondiale, comme la guerre d'Espagne, en fait. Une sorte de guerre d'Espagne du XXIe siècle. Alors, en fait, si on regarde un petit peu la situation, euh, le président Poutine, donc si on regarde à l'époque du mur du Berlin, il y avait donc l'Est et l'Ouest, et après le mur est tombé, Oui, et il y a eu une avancée de l'OTAN, peu à très peu, fort. qui s'est Oui, faite, qui a grignoté, ouais. alors que ça ne devait pas être fait, c'était acté qu'il ne s'étendrait pas à l'Est. Et maintenant, une des stratégies du président Poutine pourrait être de mettre en fait des proxys autour de la Russie, Moldavie, Transnistrie, l'Ukraine, le Donbass, la Biélorussie, de manière à protéger la Russie de l'Ouest, enfin des avancées de l'OTAN. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je l'ai écrit dans mon livre, mais un peu moins, un petit peu moins. Moi, en fait, ce que je voyais à l'époque, maintenant je vois un peu plus, évidemment,
Mais à l'époque, j'écris qu'en fait, la Russie a deux poumons à l'ouest, la Biélorussie et l'Ukraine, et que toujours elle a été attaquée par l'un ou l'autre ou les deux. Donc c'est fatal que la Russie se sentant menacée sur un de ses poumons, qui l'empêche de respirer si elle est attaquée, là, eh bien elle réagit mal, et elle se défend. Et on voit bien que les Américains ayant voulu faire ce coup d'État en 2013, parce que c'est un coup d'État, en 2013 avec le Maïdan, la Russie ne pouvait que répondre. Et donc, ce que tu dis est totalement vrai. Les Russes n'ont fait que répondre à une extension de plus en plus étouffante de la Russie. On a oublié de parler de l'Ossétie, donc en face de la Géorgie, et du problème aussi entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est pas trop loin, hein. C'est sûr que c'est une raison majeure et que nous, Français, enfin, moi je suis français, donc je parle de la France, on a une responsabilité comme membre de l'OTAN et qu'il n'est pas vrai de parler de la Russie qui agresse et que, à mon avis, là, dans ce cas-là, la Russie est dans son bon droit. Et nous, si on avait, par exemple, imaginons qu'il y ait des Russes au Mexique, bon, franchement, là, je pense que les États-Unis auraient une réaction très, 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 très dure. Et on a le cas de Cuba. Ouais, Bon, la crise des missiles. bon, donc du coup, il faut que les gens se mettent du côté des Russes, même si évidemment, comme on sait, l'agression actuelle, moi je dirais même presque pas agression parce que la guerre était déjà commencée pour moi depuis longtemps. C'est une sorte d'hypocrisie de dire mais cette guerre, mais ça fait 8 ans qu'elle dure. Les gens, évidemment, se réveillent que maintenant. Bah, tu parlais des révolutions colorées. On a vu la tentative de révolution colorée au Kazakhstan. Oui. Donc, moi, quand j'étais à Genève, mon ex était kirghize, et puis on fréquentait le milieu diplomatique, donc Kirghizistan, Ouzbékistan, Kazakhstan. Vu qu'on a Mhm. l'ONU à Genève, il y a toutes les missions. Et donc, on était justement avec la famille kazakh, parce qu'ils habitaient Genève. Et quand j'ai vu que ça partait là-bas, je me dis, oh là 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 là, ça va réagir parce que eux, ils ont le sang chaud et ça va se terminer très rapidement. Et la force d'intervention rapide envoyée par la Russie et puis les autres pays membres a permis de stopper net cette tentative de révolution colorée. J'étais en Moldavie, enfin, il y a eu une tentative de révolution colorée en Moldavie à Kishinev. Et moi, je devais aller voir, j'étais en contact avec des gens du gouvernement à l'époque, et je passais très très rapidement la douane. C'est-à-dire, imagine-toi, passer une douane depuis la Roumanie en Moldavie, t'en as pour 2 heures hein, à peu près. En 5 minutes, c'était réglé. Et je passe, et puis un des gardes frontières qui vient, il me dit, ouais, que vous sachiez, il y aura des contrôles sur la route, contrôles militaires. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, oh, vous verrez. Et je suis arrivé à Kishinev en pleine tentative de révolution colorée. Et en fait, le président, je me souviens plus de son nom, à l'époque c'était un communiste, si je me souviens bien, Oui, c'est un euh, avait dit il n'y aura pas de morts parmi la population, laissez-les brûler le palais présidentiel, que les choses se calment. Et j'avais deux des personnes avec qui je travaillais qui étaient militaires et qui étaient sur place. Et ils m'ont dit non, non, on a eu des ordres de ne pas agir, de laisser casser, que les choses se tassent. Et on a pu récupérer la situation après. Mm. Donc c'est rigolo quand tu passes juste entre les gouttes de ce genre de situation. Mais si tu le vis pas, tu n'arrives pas à réaliser ce qui se produit. Les gens sont beaucoup trop abrutis par les médias. Alors, ce que tu dis, par contre, j'ai fait un article, il y a un reportage, il me semble, de France 2 qui date de 2006 ou 2008, je me souviens plus. Et à l'époque, si tu veux, on est, bon, bah, Internet est là déjà depuis quelques années, mais quand même pas trop. Et il y a un reportage donc de France 2 qui montre ce que tu dis. On est avec des agents de la CIA. Ils interviewent, on est en Allemagne et en France parce qu'il y a un bureau de la CIA à Paris. Et ils interviewent ces gens et ça parle des révolutions colorées. Et ils montrent celle d'Ukraine, donc la révolution orange de 2004. Ils montrent la Géorgie de 2006. Et dans cette émission hallucinante, hein, parce qu'à ce moment-là, il y a quand même une certaine liberté où ils peuvent montrer, si tu veux. Il y a pas trop de, ils sont pas trop prudents encore. Et cet article, je l'ai fait en 2016 et je pense qu'on peut encore trouver ce reportage. Je pourrais essayer de t'envoyer ça. Et il montre
ces gens-là, donc il y a des gens de la CIA à le visage découvert, quoi, et qui racontent comment on fait une révolution colorée et comment ça se passe. Et ils font venir ceux qui l'ont réussi avec les futurs, et il y a les pays dont tu parles, et il y a un tableau, et ils montrent les objectifs. Et le dernier, c'est la Russie. Donc tu as la Russie, tu as la Moldavie, tu as l'Ukraine, tu as tous les pays de l'Asie centrale, tu as le Kazakhstan, etc. Tous ces pays-là sont dans le programme. Et puis après, évidemment, bah, comme tu le sais, il y a aussi le Moyen-Orient, etc. Enfin, on les a vus, hein, Syrie, Libye, et puis tout le reste. Et ce que les gens ne comprennent pas, en fait, c'est que l'Amérique, pour survivre, doit absolument prendre les ressources des autres pays, parce qu'ils Mm. sont en train de s'effondrer. À l'heure actuelle, ils ont un problème gigantesque au niveau politique à l'intérieur. Biden, qui a claqué 1900 milliards de dollars en 2 ans, donc ça s'effondre. Et en plus, il y a un problème au niveau de la drogue, ce qu'ils appellent le blue et le G, donc le fentanyl et l'oxycodone. Les gens, c'est une catastrophe, sans compter les working poor qui peuvent plus vivre décemment. Et c'est vraiment la fin. Donc, ils ont besoin d'une guerre pour relancer. Or, moi, ce que je crains, ce sont les attaques sous forme de faux drapeaux. On est en train de voir plein de choses, hein. J'ai regardé des vidéos là sur Internet où tu vois un char, le canon est à plat, Mhm. il tire à plat, mais c'est le 15e étage d'un immeuble qui reçoit le but. Il y a quelque chose qui joue pas, mais les gens ne vont pas analyser. Les gens sont totalement dans l'émotionnel. Alors, je sais pas si côté russe, les gens sont dans l'émotionnel ou ils sont encore dans la démarche analytique. Bah, comme tu le sais sans doute, le monde russe, c'est quand même très différent du monde occidental. Nous, par exemple, si je prends l'exemple de la France, c'est un pays extrêmement politisé. Ça, c'est depuis la Révolution française et même avant. La Russie n'est pas un pays qui est politisé. Les gens, ils ont autre chose à faire. C'est un pays qui vote assez peu, qui est finalement aussi dans une mentalité complètement différente. Déjà, c'est le plus grand pays du monde. Ensuite, ils ont une culture et une langue qui fait qu'ils sont en Europe et en Asie. Donc ça change complètement leur mentalité. Ils ont un rapport à la mort qui est complètement différent d'une autre, alors vraiment complètement différent, à la fatalité, à la souffrance, qui est une grande résilience, comme tu sais. Ouais. Tout ça, ça fait que finalement, le peuple russe, il est vraiment en dehors de ces normes. Donc le peuple russe, il va regarder ça, comment te dire, avec pas D'un œil mal, froid. avec pas mal de détachement. Et quand tu vas commencer de parler de ça avec des Russes, il y en a beaucoup qui vont dire, mais arrête, en gros, je m'en... C'est pas qu'ils s'en foutent, mais il y a quand même un grand... Ils regardent pas trop ça. Et les médias ne montrent pas beaucoup d'informations. Nous, on n'arrête pas de balancer Ouais, des on est informations. saturé. C'est un bombardement constant. Euh, En fait, on arrive à un stade où on est tellement saturé qu'on ne capte plus rien. Alors, ça ne veut pas dire que les Russes ne s'intéressent pas à l'information, mais par exemple, moi, quand je vais dans le métro, je lis beaucoup, mais des fois, je suis sur mon téléphone. Mais je regarde, quand tu lis, tu regardes les autres sur leur téléphone, des fois, tu es attiré par l'écran, ça c'est fatal, hein. Et tu regardes dans le métro, et en fait, les Russes ne regardent pas les informations. Franchement, quand tu l'ouvres, un journal, genre les journaux gratuits, tu sais, qui distribuent dans le métro, Mhm. et il y a Métro, justement, et il y a la Gazette du Soir. Euh, Eh bien, en pleine guerre, là, ça fait pas toujours, ça fait pas souvent les premières pages. Les informations politiques sont pas ce que les Russes aiment entendre. Ils sont inquiets, donc ils vont regarder. Mais franchement, c'est un peuple qui est très peu politisé. Ils ont autre chose à faire. Et il y a beaucoup de gens. Je dis pas que c'est un pays qui est dans la survie, mais c'est des gens qui ont d'autres valeurs et qui placent. Alors évidemment, ça a changé. Il y a une classe moyenne. Il y en a beaucoup qui ont voyagé, donc ça a un peu changé. Mais quand même, le peuple russe est très différent. Et dans la spiritualité, et puis l'histoire qu'ils ont subie. Donc, le tsarisme plus après le communisme, quoi, quand même pendant 75 ans. Donc ça fait que nous, ce qui me fait rigoler et qui m'attriste, c'est que les Occidentaux essaient toujours de mettre leurs valeurs, leur façon de fonctionner dans les Russes. Mais c'est pas possible. Non, Euh, c'est totalement différent. C'est incompréhensible. C'est comme des pommes et des oranges. Les deux sont des fruits, voilà. mais ça n'a rien à voir. Et ça peut pas fonctionner pareil. Et donc du coup, par exemple,
Un exemple. Oui, par exemple, les Ukrainiens disent, ouais, on a tué, alors au début, 1500 soldats russes, 3000, j'ai vu un chiffre de 12 000, bon, bientôt ça sera 30 000 ou 50 000. Mais est-ce qu'ils savent qu'ils ont perdu 12 millions de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'ils n'ont pas plié? 12 millions. Donc pour le russe, mais la mort n'a pas la même valeur. Déjà parce qu'il y a une foi, une résilience tellement énorme, mais un soldat russe, moi je les ai vus mourir dans le Donbass, mais ces gens ne se rendront jamais. Nous, on perd 3 soldats au Mali, c'est une catastrophe nationale. Maintenant, les Français, entre guillemets, ne savent plus mourir. Pourtant, ils ont su, hein, les poilus, les grognards de Napoléon, mais c'est fini. Maintenant, il reste plus de ce sang-là, enfin plus, entre guillemets. Il en reste, mais si peu. Donc ces gens-là, ils sont dans la consommation, dans leur piscine, avec leur crédit. Ils ont aucune, voilà, comme tu as dit, ils sont devant leurs écrans, ils mangent de l'information que 3 secondes après, ils ont oublié. Ils likent une image qu'ils auront, voilà, qui les a choqués, mais voilà, ça va les émouvoir pendant une journée, et après, ils passent à une autre émotion qu'on leur balance, qu'on leur vend comme étant une réalité, et on peut leur vendre n'importe quoi, du moment que c'est dans l'émotion, dans le maintenant, dans le jour présent, dans la seconde présente. Et Dans les trucs rigolos et dans les anecdotes, j'étais en Moldavie, j'étais à Comrat, et puis tu étais en Gagaouzie alors? ouais, tout à fait. Ouais, ouais. J'ai visité le musée Gagaouze, j'ai eu la chance parce que le conservateur m'a accompagné, m'a tout expliqué, toutes les questions que je voulais poser, c'est absolument magnifique. Il y a des défenses de mammouths, il y a tout ce qu'ils ont ramassé durant la Deuxième Guerre mondiale, les médailles sur les Allemands, etc. C'est vraiment passionnant, les tapisseries, comment elles sont faites. Vraiment, je te passerai les photos, c'est vraiment superbe. Et donc, j'étais là-bas, tranquille. C'était ouais, fin novembre, mais il faisait pas froid, il faisait 18 degrés. J'avais été en touriste, tranquille, je devais rester un week-end avec les personnes avec qui je travaillais. Et puis, tout d'un coup, je vois le ciel qui change de couleur, puis deux, trois flocons de neige qui commencent à tomber. Puis évidemment, j'avais pas pris suffisamment d'argent avec moi, j'avais juste pris pour être à l'hôtel. Puis je vais voir Stéphane et Yon, et j'ai dit, Yon, écoute, le temps, là, je le sens pas vraiment. Est-ce que je peux aller dormir chez toi et chez tes parents? Il me dit, ouais, ouais, pas de problème, viens. Ouais, je suis resté quasiment un mois et demi. On avait 1 m 70 de neige. La voiture, elle était enterrée sous la neige, moins Ouais. 32. Et puis évidemment, bah, tu t'imagines que les conditions sont différentes de ce qu'on a là. Donc tu es à la maison, tu es avec les vestes. Et puis pour manger, bah, tu manges ce qu'on a dans le cellier. Kartoshka, aguriets et Ça, puis des tomates. ouais. Pomidori. Ouais. Mhm. Non, mais si tu fais pas des expériences comme ça, tu n'arrives pas à comprendre la mentalité des gens. Surtout que, puisqu'on en vient sur ce sujet-là, moi j'ai vu des communautés s'organiser de civils sur le front. Bien sûr, ça se ferait sans doute si là une guerre était arrivée en Occident, mais les Russes sont rustiques Ouais. et ils ont une capacité, je l'ai vu chez le soldat russe, à se satisfaire de peu et à souffrir plus longtemps. Et moi, franchement, je me souviens d'un sale quart d'heure que j'ai passé, pourtant j'ai passé qu'une petite nuit dans une position sur un terricone, enfin un terri, c'était au mois de janvier, il faisait -15, et j'avais mes ranchos de l'armée française d'été. J'ai eu froid aux pieds, ben, franchement, c'était la campagne de Russie de Napoléon, hein. Comme jamais, et je connais des Russes qui étaient vraiment très mal équipés, comme nous, comme moi, et qui ont vécu pendant des mois comme ça. Impressionnant. Ouais, mais les mecs sont coriaces. Nous, on a été totalement affaiblis par le confort. Oui, Je le dis moi-même, hein, je veux dire, quand j'ai vu commencer à neiger, puis que Stéphane me dit, ouais, je dois aller au village d'à côté. J'ai dit, mais t'as vu ce qui tombe? Ah ouais, mais c'est pas un problème. Il faisait oui, déjà -20, puis t'avais déjà ça de neige. oui. À Spartak, qui est pour moi un peu le village école de la survie, hein, les gens imaginent, il n'y a plus de maire, c'est un petit village, il n'y a plus de maire. Ils ont élu finalement un chef, et Azaïd Sevas, c'était pareil, qui est devenu leur maire, leur chef. Azaïd Sevas, c'était une femme. Et ils s'organisaient entre eux.
Donc, à Spartak, ils avaient construit un four dans l'espace public, donc dans la rue. De toute façon, il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien, donc voilà, on fait ce qu'on veut.